C'est un enregistrement inédit. Les mots de Cédric Jubilard, 33 heures seulement après la disparition de sa femme. Une conversation privée enregistrée à son insu par le cousin de Delphine. La scène se passe dans la cuisine des Jubilard. Cédric évoque d'abord leur projet de divorce. On s'était donné un mois et demi pour sauver le couple, si tu veux. Elle me dit non, mais ça sert à rien. De toute façon, ma décision est prise. Je suis déjà très loin dans ma tête. Elle avait rien d'autre prévu ? J'en sais rien. J'ai des doutes, si tu veux, mais j'ai aucune preuve réelle de ça, si tu veux. On était un couple colocataire, en gros, si tu veux, c'est tout. On était là que pour la maison et les enfants, et c'est tout. Après, il y avait, moi, elle ne me disait plus rien. Durant toute la conversation, Cédric Jubilard parle de sa femme au passé. Puis il évoque son travail, sa maison, reproche à Delphine de ne plus s'occuper de sa famille. Habilement, les deux hommes l'interrogent alors sur le soir de la disparition. Qu'est-ce qu'elle avait comme chaussures ? Des espèces de boots, là. Des trucs chauds. Et une jean, sa doudoune blanche d'hiver. Et le pyjama dessous. Le cousin s'étonne. Comment pouvait-il connaître sa tenue alors qu'il affirme qu'il dormait ? Cédric se reprend. Hey. Ouais. C'est ce que je suppose. Ouais. Mais moi, à 4h10, 4h moins 10, 4h moins le quart, c'est la petite qui m'a réveillé. Personne dans le lit. Voilà, je me suis dit, elle s'est endormie sur le canapé, tu vois. Ouais. Elle s'est endormie, tu vois. Personne. Bon, elle est au WC. Pas fait gaffe, c'est salle de bain. Puis là, j'ai commencé un peu à l'appeler. Je fais, t'es là ? T'es par là ? Rien. Rien. Ah oui. Pendant ces 20 minutes d'enregistrement, Cédric Jubilard n'évoque à aucun moment le fait que Delphine puisse être en danger, voire pire. Ce que Cédric Jubilard dit à l'endroit de Delphine est tout sauf anodin. Il la critique, il dit qu'elle ne foutait rien, qu'elle ne préparait pas Noël. Enfin, des mots qui, 33 heures après sa disparition, questionnent grandement. À la fin de l'enregistrement, le cousin l'encourage une dernière fois à se confier. Cédric Jubilard craque. Je vais essayer de chercher, je vais essayer de me remotiver. Parce que je dois t'avouer que je suis dans le néant. Si tu veux parler, tu parles, tu le sais. Courage, hein. Tu sais qu'on est là. Oui, je sais que vous êtes là. Un enregistrement pirate réalisé par des proches de Delphine que les avocats de la défense baient d'un revers de manche. Vous avez des personnes qui viennent, qui veulent en savoir plus, qui ont déjà une certaine conviction, qui posent des questions, il y répond et à la fin il s'effondre dans les bras de ces deux personnes. Chacun pensera ce qu'il veut de cet audio. Au moment de cet enregistrement, les gendarmes ont déjà commencé leur enquête. Les soupçons sur Cédric Jubilard viendront quelques semaines plus tard. Dans quelques instants, on va aller retrouver Noémie Schulz à Albi. Mais juste avant, je voulais vous poser la question à tous les deux. Et d'abord à vous, Sylvie Novakovic. Pourquoi ce procès qui est, somme toute, évidemment un tragique fait divers, malheureusement, il y en a beaucoup des comme ça, pourquoi celui-là, passionne les foules, tient la France en haleine, même si c'est évidemment un contexte dramatique ? Tout simplement parce que c'est un procès sans corps. Il n'y a pas eu beaucoup de procès sans corps. Vous avez le procès Agnolet, vous avez le procès Viguier. On va en parler, on a justement un reportage là-dessus. Mais... Voilà, vous avez des procès sans corps. Et puis, historiquement, vous avez Seznec. L'affaire Seznec, que tout le monde connaît, où là aussi, ça a déchaîné effectivement des tas de reportages sur le fameux, le pauvre Seznec, est-il coupable ou pas ? Oui, et vous avez que Denis qui... Oui, qui est meneur. Oui, c'est ça. Oui, qui est meneur. Il était condamné aux travaux forcés à vie, et pourtant, il n'y a jamais eu effectivement de corps retrouvé. Donc c'est vrai que ça interroge, parce qu'on dit, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un alors qu'il n'y a pas de corps ? C'est toute la question. Peut-on condamner quelqu'un ? Et si on ne le condamne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de coupable. Et donc, comment les victimes vont-elles pouvoir faire le deuil ? Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a une personnalité particulière, on le sait. Donc, tout ça pose question, et les gens se disent, mais finalement, est-ce que ce serait juste qu'il soit condamné, ou est-ce qu'il serait juste qu'il soit acquitté ? Donc, c'est un vrai... je dirais que la France est coupée en deux, on va dire. Jean-Pierre Colombiès, votre avis là-dessus ? Oui, non, mais on est complètement là-dedans. On peut avoir la conviction que l'on veut, ça reste des convictions tant qu'on n'a pas la preuve matériel. Ça, je parle peut-être comme un technicien, vous allez le dire, mais il ne faut jamais s'écarter de ça. On est, surtout en procès d'assises, on est version contre version, plaidoirie contre plaidoirie, famille de victimes supposées contre un accusé. Mais tout ça, on le voit, est dans le domaine souvent du ressenti.
Vous avez évoqué certaines affaires, on vient de le faire. Rappelez-vous Jonathan Daval, qui déversait des flots de larmes alors qu'il avait tué sa femme. Ça avait aussi... Alexa Daval, et on se rappelle, voilà, on en avait beaucoup parlé, on le voyait participer au battu, il était effondré. De cette affaire. Il y a un goût quand même, il faut le dire, un goût, une appétence pour le crime, les affaires judiciaires, quelles qu'elles soient, ça tient les gens en haleine. Parce que ce soit dans les médias, au cinéma, dans les séries télé, dans la littérature. Justement, les séries télé, il n'y a que ça quasiment. Il y a une fascination pour l'enquête criminelle et pour des personnalités qui sont en même temps humaines et dérangeantes. J'insiste là-dessus, c'est un être humain, c'est pas un extraterrestre, Cédric Jubilard, comme l'était Daval, comme l'était ou Seznec, ou Landru, ou Petiot, ou Nordane Lelandais. Ce sont des individus, ce sont des êtres humains. Donc, ils viennent pas d'une autre planète. Et c'est ça, parfois, qui fascine et fait peur. C'est-à-dire que ce sont des individualités qu'on peut croiser tous les jours et qu'on a peut-être croisées au hasard de nos déambulations. Et ça, à la fois, ça fascine et à la fois, ça terrorise. Et puis, vous avez aussi des phénomènes étranges comme ces femmes qui épousent des individus qui sont reconnus de meurtres multiples même, comme Nordane Lelandais ou d'autres tueurs en Syrie ou de meurtriers célèbres. Donc ça, on n'y échappe pas. Mais vous savez, c'est pas d'aujourd'hui. Le procès Landru, on faisait la queue à l'entrée des assises. On n'avait pas de corps non plus au procès Landru. Ils les avaient toutes brûlées. Probablement. Mais on n'a pas retrouvé de corps. La police scientifique n'existait pas à l'époque, pour le coup. Mais il y a toujours une fascination. Petiot, c'est pareil. Les médias étaient là, les journalistes étaient là. Il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'étrange. Voilà. Je vous rappelle que les grands boulevards s'appelaient autrefois au 19e siècle boulevard du crime, parce qu'on y jouait énormément de pièces de théâtre qui ne tournaient qu'autour du crime, qu'autour d'affaires policières. Donc vous voyez, cette fascination, elle n'est pas nouvelle. Elle a été magnifiée avec Le Silence des agneaux, ce superbe film. Et il y a une forme de cinématographie, de littérature, de fantasme aussi qui s'exprime au travers du suivi très morbide de ces affaires. C'est à la fois morbide et à la fois fascinant, au sens fascination de ce qui sort de la normalité. Alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur l'audience aujourd'hui, justement. Noémie Schulz, vous suivez pour nous ce procès à Albi. On l'a vu dans le reportage. Aujourd'hui, une audience très, très chargée avec cet enregistrement inédit dont on a parlé dans le sujet de Nathalie Pérez. Et aussi, il y a eu un témoignage important, nouveau cet après-midi. Vous y avez assisté, Noémie. De qui s'agit-il? D'une amie de Delphine, la disparue. Oui, aujourd'hui, la journée était consacrée aux auditions des amis de Delphine ou d'anciennes collègues. Et ce matin, effectivement, il y a eu un témoignage qui est venu vraiment compliquer le travail de la défense et qui a permis à l'accusation de marquer des points. C'est le témoignage d'Anne. C'était une proche de Delphine. Leurs enfants étaient ensemble à l'école. C'est à elle que Delphine, notamment, a confié son envie de divorcer, à qui elle a expliqué qu'elle avait un amant. Et effectivement, cette femme est venue pendant 4 heures expliquer de façon très crédible, d'une voix posée, sans outrance, sans colère, ce que Delphine avait pu lui dire. Elle est revenue notamment sur la dernière fois qu'elle a vu Delphine Jubilard. C'était le 15 décembre en fin de journée. Elle passe en voiture devant le domicile de son amie et elle remarque que le véhicule de Delphine est garé dans le sens de la montée. Je suis formelle, c'est ce qu'elle a dit. J'ai failli écraser son chien. Je sais parfaitement dans quel sens était la voiture. Pourquoi est-ce que ce qui peut sembler anecdotique ne l'est pas? Eh bien parce que c'est un élément à charge. Le lendemain de la disparition, la voiture de Delphine a été retrouvée garée dans l'autre sens. Pour l'accusation, c'est le signe que Cédric Jubilard a utilisé la voiture de Delphine pendant la nuit. Et donc, ce témoignage vient dire effectivement, quand Delphine s'est égarée, c'était dans le sens de la montée. Alors, la défense a tenté de contre-attaquer en disant à la témoin, mais pourquoi avez-vous attendu longtemps la 5e audition devant les gendarmes avant de raconter cela? Elle est restée elle ne s'est pas laissée démonter en disant je sais ce que j'ai vu. Voilà, c'est une témoin vraiment solide qui est venue un petit peu mettre à mal. Et puis cet après-midi, on a aussi entendu une autre amie de Delphine Jubilard, alors qui elle a moins pu s'exprimer sur les faits parce qu'elle n'a pas vu Delphine dans les jours qui ont précédé. En revanche, elle est venue faire un portrait extrêmement sombre de Cédric Jubilard, qu'elle a décrit comme un menteur, un vantard, un gros branleur, très narcissique, centré sur sa personne, un individu
ignoble. Et puis, pour la première fois d'abord, on a entendu la colère dans cette cour d'assises d'une amie donc de Delphine. Et puis quelqu'un qui est venu dire, voilà, moi ce que je pense qui s'est passé, je pense que Delphine, elle n'a pas disparu comme par magie, elle est morte. Et que c'est Cédric Jubilard qui l'a tué. J'ai la profonde certitude que Cédric a assassiné Delphine de ses mains. Voilà donc pour une journée qui marque peut-être une bascule dans ce procès. Merci Noémie, vous restez avec nous, c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre parce que pour qu'on explore ça, et vous êtes tous les deux des professionnels du monde judiciaire, on vient d'entendre un portrait peu flatteur de l'accusé, de Cédric Jubilard, branleur, pas sympa, sombre, tout ce qu'on veut. Oui, mais enfin, ça n'en fait pas un assassin. En tout cas, la justice ne dit pas que ça en fait un assassin. Est-ce que ça, c'est là que se loge, toutes les incertitudes dans une cour d'assises. C'est la raison pour laquelle ce procès dure 4 semaines, parce qu'il faut se forger une conviction. La Cour de cassation est très claire. Il faut des charges suffisantes qui soient graves et concordantes. Des éléments à charge concordants et graves. C'est très important, parce que si on n'a pas assez d'éléments à charge graves et concordants, eh bien, les jurés ne peuvent que acquitter effectivement Monsieur Jubilard. Ils n'auront pas le choix. Donc aujourd'hui, les indices, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les témoignages. Ce sont ces audios, justement, cet audio, était-il sincère ou pas, ou est-ce qu'il était tout simplement en espèce de choc psychologique qui fait qu'il dit n'importe quoi. On ne peut pas savoir exactement ce qu'il ressentait, mais aussi il y a l'ambiance des assises. Et Noémie Schulz, qui est sur place, ressent les choses. Aujourd'hui, elle dit ça a basculé. Peut-être qu'effectivement, les jurés, elle a ressenti une ambiance qui font qu'aujourd'hui, ils se posent des vraies questions concernant est-ce que oui ou non il est coupable. Est-ce que ça bascule, c'est elle qui le ressent. Nous, on est à l'extérieur. Et si vous voulez, la magie des assises... Ça veut dire que si elle le ressent, la salle et les jurés notamment l'ont perçu peut-être. Parce que c'est la magie des assises, c'est quand on est sur place et qu'il se passe des événements, des témoins, etc., ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qu'on appelle la magie des assises. C'est pour ça que ça dure 4 semaines. 4 semaines, c'est au bout de 4 semaines qu'ils vont se forger soit une conviction, soit un doute profond, et auquel cas ils ne pourront pas le condamner. Jean-Pierre Colombiès, et puis après on va retourner voir Noémie justement. Là, je parle à l'enquêteur professionnel que vous êtes. Ces cas-là qu'on explore là, est-ce que vous les avez vécus dans votre carrière professionnelle, où on peut avoir, j'allais dire, un type très sympa, on se dit il ne ferait pas de mal à une mouche, et en fait vous vous rendez compte que c'est lui le tueur, et à l'opposé, un sale type, quelqu'un qui est vraiment pas aimable dans tous les sens du terme, mais qui est innocent. On a le droit d'être, permettez-moi l'expression, on a le droit d'être un sale con, mais pas un meurtrier. C'est exactement ce que j'allais vous dire, et c'est exactement ce vers quoi la défense va probablement s'orienter. Parce que tout le monde attend avec impatience quoi ? L'aveu, tout simplement. Et ce serait, de mon point de vue, une illusion d'imaginer que le caractère de ce qu'on en sait de Cédric Jubilard va vaciller, va basculer parce qu'on l'agresse. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'inverse. Ce type, il a une enfance cabossée. Il en a pris plein la gueule, si vous me permettez, pendant toute son enfance. Et plus on va l'agresser, plus il va se raidir. Il n'a pas avoué pendant 4 ans. Il n'y a rien. Il aurait fallu, pour que ça bascule, vous parlez de relations entre l'enquêteur et un éventuel suspect. Ce que j'ai connu, pas personnellement, en tout cas je l'ai connu dans certains cas, dans des cas très, très divers, c'est finalement, effectivement, à un moment donné, la bascule au cours d'un entretien. Mais le problème, c'est que ces exemples-là que j'ai connus, il n'y avait pas d'avocat. C'est-à-dire que le policier ou l'enquêteur, le gendarme, pouvait se permettre, je dirais, de nouer quelque chose de plus intime avec un suspect, y compris en lui offrant à boire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est arrivé dans on peut citer l'affaire Patrice Allègre, notamment, où il y a eu une sorte de relation de confiance. On a cassé une barrière parce que, tout à coup, le suspect a fait confiance à l'enquêteur, à celui qui l'auditionnait. À partir du moment où vous avez près de vous, alors c'est la réforme qui le veut, quelqu'un qui vous conseille, qui vous dit surtout, tu ne dis rien, enfin vous ne dites rien, qui pourrait entraîner votre mise en accusation, ben vous vous trouvez confronté à un mur. Donc ce genre de, si vous voulez, de lien, il est de plus en plus compliqué à obtenir dans le cadre des enquêtes actuelles, contemporaines, modernes. Ce qu'on a connu avant n'existerait plus aujourd'hui. L'affaire Émile Louis ne sortirait plus. L'affaire Patrice Allègre ne sortirait plus. Parce que ces affaires-là ont pu être élucidées en grande partie parce qu'il y a eu à un moment donné une connivence à la limite de ce que permet la légalité, mais qui a permis de sortir de grandes affaires. Après, sur le cas concret, enfin présent, de Cédric Jubilard, je crois que c'est une erreur de croire qu'en l'agressant, on va faire avancer les choses. Au contraire. Et faire basculer le jury, ben ça, il faudrait être dans la tête des jurés pour y répondre. Il va manquer un truc, il va manquer quelque chose de mon point de vue, c'est les enfants. Il ne verra pas ses enfants, a priori, pendant l'audience. C'est la représentante légale qui vient témoigner en leur nom. Et à mon avis,
c'est peut-être une erreur stratégique. Parce que face à un enfant, son enfant, il aurait peut-être eu... Je joue le psychologue de comptoir. Hein. Je ne suis pas psychologue, on va être très clair. J'ai été dans les stupes. Oui, mais il aurait peut-être eu... Voilà, je pense que quelque part... Pour la vérité face à ses enfants, c'est peut-être là qu'elle peut sortir. Le déclencheur psychologique, peut-être, aurait été de être confronté à, finalement, au désastre qu'il peut provoquer en faisant de ses enfants des orphelins et lui renvoyer en miroir sa propre existence. Ça ne va pas avoir le cas. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne décision. Noémie Schulz, pour poursuivre la discussion, justement, vous nous disiez quand on préparait l'émission que même vous, ce que vous avez ressenti en tant que journaliste, c'est qu'on n'entendait pas du tout justement Cédric Jubilard et qu'il pouvait y avoir une certaine forme de frustration à ne pas l'entendre. Oui, on entend peu Cédric Jubilard. On l'a entendu le premier jour, il a été interrogé sur sa personnalité. Il a été amené à réagir assez rapidement aux témoignages qu'on a pu entendre ces derniers jours. Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous avez Chloé à la barre qui vient dire qu'elle pense qu'il a assassiné Delphine Jubilard, qu'elle emploie effectivement des mots très crus, très durs pour parler de lui, et à un moment qui dit à la présidente « Est-ce que je peux m'adresser à Cédric Jubilard ?» La présidente répond non, je ne vous donne pas l'autorisation. Ça s'arrête là. Oui, moi, je regrette dans ces moments-là que la cour d'assises ne permette pas de... Normalement, vous savez, le principe de la cour d'assises, c'est l'oralité des débats. Et il se passe des choses qui ne se passent nulle part ailleurs dans une cour d'assises. Et parfois, vous avez des moments où une confrontation entre un témoin et un accusé permettent d'arriver à quelque chose. Je vous dis pas que Cédric Jubilard aurait forcément craqué aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, on est face à quelqu'un qui, pendant 4 ans et demi, n'a jamais craqué face aux enquêteurs, face aux juges d'instruction. Mais il faut quand même se laisser cette chance-là. Et quand vous avez des témoignages comme ceux d'aujourd'hui qui sont effectivement plus compliqués pour la défense, qui viennent le mettre en cause, parce que l'enregistrement dont on a parlé, en fait, je ne suis pas sûre qu'il aura un effet particulièrement marquant sur les jurés. Certes, Cédric Jubilard parle de Delphine au passé, mais il dit aussi qu'il est dans le néant. On l'entend aussi pleurer à la fin. Donc, je ne sais pas quelle conclusion les jurés en tireront. Aujourd'hui, on a entendu des choses plus compliquées, et c'est vrai qu'on aurait aimé entendre Cédric Jubilard. Alors, il y a un long interrogatoire qui est prévu à la fin de la semaine prochaine, mais rendez-vous compte, on sera à la fin de la 3e semaine de procès. Ce serait bien qu'on l'entende plus régulièrement au fil de l'eau. Merci beaucoup Noémie. Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour nous à Albi. Juste dans les dernières minutes qui nous restent pour ouvrir le débat, vous en parliez, Sylvie Novakovic. On va aller voir d'autres grands exemples, si j'ose dire, de ces grands procès sans cadavre. Camille Novak les a compilés pour nous. On l'écoute et puis on en parle juste après. Pas de corps, pas de scène de crime. L'affaire de la disparition de Suzanne Viguier en février 2000 a défrayé la chronique. Son mari, professeur de droit, est suspecté. Lors des perquisitions, les enquêteurs révèlent des éléments troublants. Le lit de Suzanne est là, mais son matelas a étrangement disparu. Jacques Viguier est mis en examen, mais il est remis en liberté après 9 mois d'incarcération. L'enquête n'avance pas. Il clame son innocence. C'est un dossier vide. C'est pour ça que quand j'entends au bénéfice du doute, je ne suis pas d'accord. C'est un dossier vide. Et quand on a un dossier vide, on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Donc c'est pas au bénéfice du doute, c'est parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Pourtant, il est le coupable idéal aux yeux des enquêteurs. Le couple est au bord du divorce, mais l'enquête est fragile. Le jury fait face à un dossier creux. L'homme est acquitté en appel en mars 2010. Le jury estime qu'il y a trop de doutes raisonnables pour le condamner. Pourtant, la justice a déjà condamné par le passé un homme dans une autre affaire, là aussi similaire, sans corps et sans scène de crime. Le 26 octobre 1977, Agnès Leroux, 29 ans, riche héritière de l'un des plus grands casinos de la Côte d'Azur, se volatilise à Nice. Son amant et avocat, Maurice Agnelet, est suspecté. L'homme ne s'est jamais inquiété de la disparition de la jeune femme. Il clame lui aussi son innocence, mais un témoignage vient tout faire basculer. Son fils, Guillaume Agnelet, rapporte à la barre en 2014 les propos de son père. À 15 ans, il me dit « Tant qu'ils ne retrouvent pas le corps, ils ne peuvent rien. Mais moi, je sais où il est le corps. » Ce jour-là, la défense tente de garder la face. La culpabilité de Maurice Agnelet, elle n'est pas matériellement établie, que par conséquent, le doute doit lui profiter. 37 ans après les faits et 3 procès plus tard, Maurice Agnelet est finalement condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'Agnès Leroux. Rien dans le droit français ne dit qu'il est nécessaire d'avoir un cadavre sous les yeux pour établir la réalité d'un meurtre.
Sylvie Novakovic, en regardant le sujet, vous me disiez j'aurais rêvé d'être l'avocate de la défense parce que c'est un cas intéressant, parce que notamment, il y a une faille. Il y a une énorme faille. C'est qu'en fait, on a un procès sans corps, on n'a pas d'aveu, on n'a pas de scène de crime, on n'a rien, on a peut-être dû être cassé, mais c'est pas grand-chose. Donc, vous savez, pour un avocat pénaliste que je suis, forcément, c'est grisant pour un avocat de défendre une cause pareille et de se dire, de toute façon, il n'y a qu'un acquittement possible. Pourquoi, quand on est avocat, quand on prête serment, c'est pour, effectivement, quand on est pénaliste, je parle, on dit c'est la présomption d'innocence qui doit prévaloir. Donc, à partir du moment où on n'a pas de preuves et qu'il n'y a pas d'aveu, eh bien, on doit avoir l'acquittement. Ça, pour moi, c'est une évidence en tant qu'avocate. Et bien sûr, c'est une évidence. Mais je ne vais pas vous dire le contraire, ce serait hypocrite. Mais tout avocat rêve d'avoir ce genre de dossier, bien sûr. Jean-Pierre Colombiès, on en parlait, c'est comme un puzzle. Il y a beaucoup de choses qui désignent Cédric Jubilard, mais il manque une pièce. Et même s'il manque une pièce, la loi, c'est la loi, et la justice, le doute profite à l'accusé. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Là moi, on en débattait un peu hors cadre. Pour moi, c'est 50-50 dans l'issue de ce procès. Pour une raison aussi technique, c'est que scène de crime, s'il y a scène de crime, c'est le domicile. Or, souvent, ce qui fait basculer une procédure, c'est que le meurtre ou l'agression a été commise dans un endroit improbable où l'un des deux personnages ne doit pas être. Sauf que là, on ne peut pas retrouver d'autres traces que les leurs. Même si on retrouve des traces de Delphine dans la voiture, oui, mais c'est sa voiture, ou du moins c'est une voiture qu'ils peuvent utiliser tous les deux. Donc à partir du moment où vous avez quelqu'un qui se bloque totalement, qui adopte une version, solide ou pas, peu importe, avec des interprétations quant à l'attitude, au ressenti, on n'est que dans le ressenti. Tant que vous n'avez pas la preuve matérielle qu'il a commis un homicide, vous ne pouvez pas théoriquement le condamner pour ça. Sauf si effectivement un témoignage ou un aveu fait basculer la procédure. Et là, effectivement, on est dans la théâtralité des assises et tout peut arriver. Il y a encore 2 semaines de procès. Vous reviendrez et on verra justement l'issue de ce procès. Merci pour ce débat.